Ah, Parce que moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai regardé jusqu'où le chef peut aller, jusqu'où parce que tu veux qu'il n'y a pas tard que Fait que vous, votre tu veux l'expliquer au gouvernement. Donc, on va passer tout de suite à M. Termotte. Donc, M. Termotte détient un doctorat en droit et un doctorat en sciences économiques de l'Université de Louvain et une maîtrise en sciences régionales de la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie. Il a été professeur à l'Université de Louvain à INRS et est actuellement professeur. Vous êtes toujours professeur? Vous n'êtes pas? OK, je pensais que vous étiez retraité. Au département de démographie de l'Université de Montréal. Il a également enseigné dans la plupart des universités québécoises et dans une dizaine d'universités européennes et a agi comme consultant auprès de plusieurs ministères du Québec et du Canada. De 2008 à 2016, il a été président du comité de suivi de la situation linguistique à l'OQLF. Il est l'auteur d'une dizaine de livres et de plus de 140 articles dans des revues scientifiques. À vous la parole, M. Termotte. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais remercier Mme Lavallée de m'avoir invité. Il faut du courage pour inviter un démographe. Et d'ailleurs, il y en a deux à la même table ronde. Ça, c'est plus que du courage. Hein. Et on a bien senti ce matin avec le premier conférencier que les démographes ne sont pas très aimés. Ils ne sont pas très aimés, non seulement parce qu'ils disent parfois des choses qui dérangent, mais ils ne sont pas très aimés parce qu'ils arrivent toujours avec des mauvaises nouvelles. Il y a trop peu d'enfants ici, il y en a trop là-bas, il y a trop peu de bébés ici, trop d'immigrants là-bas, pas assez d'immigrants en région, enfin, etc., etc. Et puis le français qui ne va pas bien, etc. On arrive toujours avec des mauvaises nouvelles. En plus, on arrive toujours avec des chiffres. Et d'ailleurs, ça fait partie de la technique oratoire des démographes, apparemment, puisque on commence par assommer le monde avec des chiffres, et quand tout le monde est bien assommé, on peut dire n'importe quoi. Alors, je vais un peu suivre cette technique oratoire-là, je m'excuse, mais je vais essayer d'aller vite parce que nous sommes pressés par le temps et on est en fin de journée et il ne me reste pas tellement de temps. Alors, je dois reconnaître que le titre est un peu bizarre. Langue d'affichage, l'avenir du français au Québec et l'avenir de la loi 101. À l'origine, j'étais supposé parler de l'avenir du français et de l'avenir de la loi 101. Parce que je pense qu'au fond, c'est ça qu'on doit aboutir quand même. Mais vous m'avez demandé très pertinemment de parler aussi de la langue d'affichage parce que ça n'était pas très traité par d'autres. J'ai pas trouvé personne. Bon, ce soir, j'ai bien compris à quoi je servais. J'ai dit, voulez-vous rajouter ça à votre communication? Mais M. Poirier, qui malheureusement n'est plus parmi nous, je ne vois pas, je comprends qu'il y a des choses plus importantes ailleurs, qui se passe cet après-midi, m'a donné la réponse. Il faut toujours lire les bons auteurs. Dans le livre de M. Poirier, à la page 202, il nous explique, et comme Michel Payet vient de le dire, c'est vraiment un livre super important, super intéressant, à l'opposé des autres dispositions de la loi 101, celle qui concerne la règle du français dans l'affichage public n'est appuyée d'aucun principe du droit. Et il poursuit en disant, en fait, ce que la Cour suprême, devant cette absence de principe du droit, ce que la Cour suprême a décidé en 1988 dans le célèbre arrêt Ford, c'est que c'est la vulnérabilité de la langue française qui justifie la règle de l'affichage en français, de la nette prédominance du français. C'est la vulnérabilité de la langue française. Et cette vulnérabilité-là, elle est explicitée par 4 critères dans le jugement Ford. De ces 4 critères, 3 sont purement démographiques. Et donc, le lien est là. C'est qu'il y a un lien entre l'affichage public, nette prédominance du français, et l'évolution de la situation du français au Québec. Et la Cour du Québec, dans un jugement qui a été rendu en 2015, et un heureux hasard a voulu que j'étais l'expert du gouvernement dans cette affaire-là. Dans la Cour du Québec, le juge Machia, un juge anglophone, dans un jugement rendu en anglais, a décidé qu'effectivement, la langue française est encore très vulnérable au Québec et que donc,
le plaidoyer de maître Brent Tyler, pour ne pas le nommer, à savoir que tout va très bien pour le français au Québec et que dorénavant, il n'y a plus besoin de dispositions sur la langue d'affichage dans la loi 101, ce plaidoyer-là était infirmé. Et donc, je pense qu'il y a un lien entre affichage, prédominance du français dans l'affichage, et ce qui se passe du côté de l'évolution du français. Avant de parler de l'évolution du français passé et prévisible et de discuter un peu de ce qu'on pourrait faire avec la loi 101 pour que les choses changent, je voudrais très rapidement vous donner, mais là on va aller vite parce que je voudrais respecter ma parole de terminer à temps, donner quelques résultats. Malgré ce qui a été dit ce matin, il y a quand même des choses que je pense intéressantes qui ont été publiées par l'Office de la langue française pendant les 8 ans où je m'en suis occupé au comité de suivi. Et par exemple, il y a eu une étude en 2012 par Pierre Bouchard, qui, contrairement à ce que M. Castonguay pense, n'est pas un démographe, une étude sur l'affichage commercial sur l'île de Montréal en 2010. Il s'agit de l'affichage commercial externe, donc le nom de l'entreprise et l'un ou l'autre message supplémentaire à côté du nom de l'entreprise. Et il s'agit d'un résultat par observation directe. Ce sont des observateurs qui sont allés voir sur place, qui ont pris des photos et qui, sur base de ce qu'ils ont vu, ont évalué la situation. Eh bien, en 2010, donc, disons, un bon bout de temps, presque 4 décennies après la loi 101, il y a toujours, sur l'île de Montréal, 28% de l'affichage commercial qui n'est pas conforme à la loi 101. On se demande bien ce qui se passe si on peut laisser traîner des choses pareilles. Ce qui est intéressant, c'est voir qu'il y a une énorme différence entre, et c'est pour ça que c'est très complexe, de discuter de l'affichage commercial ou autre. C'est très compliqué parce qu'il faut distinguer le commerce de rue, le commerce dans un centre commercial. Dans les centres commerciaux, c'est bien pire que 28%, c'est 36%. Il faut aussi voir les énormes différences d'une région, d'une zone à l'autre à Montréal. Dans l'ouest de l'île, c'est 37% qui ne sont pas conformes. Dans l'est, c'est 15%. Donc l'environnement joue beaucoup. Bon, on va devoir accélérer un peu. On a répété l'expérience, cette fois-ci, au centre-ville uniquement de Montréal en 2012. C'était 18% de non-conformes, mais ça concerne uniquement le nom de l'entreprise. Tout à l'heure, c'était l'ensemble de l'affichage externe, donc plus que simplement le nom de l'entreprise. Autre exemple de la complexité de l'analyse de l'affichage, on a fait une enquête auprès des consommateurs qui allaient dans ces commerces pour avoir leur impression à eux. Parce que d'un côté, il y avait l'observation, comme j'ai disons, neutre, mais d'autre côté, qu'est-ce que les gens pensent? Alors là, c'est assez impressionnant. Cette fois-ci, ça concerne aussi bien l'affichage interne qu'externe. 46% seulement des personnes qui ont été interviewées, il y en avait presque 5000 au total, et seulement 46% estiment que l'affichage interne aussi bien qu'externe est conforme, est en français principalement. C'est vraiment un énorme écart avec les chiffres de tout à l'heure. 36% estiment que c'est à égalité. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce que les gens perçoivent, eux, quand ils évaluent l'affichage en français, peut être très différent de ce qu'on observe, disons, plus ou moins objectivement. Un autre exemple de la complexité de la chose, c'est que la langue parlée à la maison joue énormément dans la perception que les gens ont. Si vous parlez le français à la maison, vous êtes beaucoup plus sévère. Résultat, seulement 39% des francophones de langue des âges à la maison estiment que l'affichage est principalement en français à Montréal. Pour ce qui concerne ceux qui sont principalement disons, de langue d'usage anglaise à la maison, eux trouvent que ça va très bien, 76% est en français. Vous voyez, rien que cet exemple-là montre l'aspect terriblement subjectif
de l'évaluation. Le lieu de résidence joue aussi, encore une fois, comme ce n'est pas surprenant, l'ouest de l'île, un comportement particulier. Maintenant, voyons un peu ce qui s'est passé et ce qui risque de se passer en ce qui concerne l'évolution des groupes linguistiques au Québec. Parce qu'après tout, quand on parle de vulnérabilité de la langue française, ce qui compte, c'est le nombre de locuteurs du français. Et à cet égard-là, je me réjouis de constater que la personne qui ne m'aime pas beaucoup ce matin, M. Castonguay, a quand même répété à plusieurs reprises que le critère fondamental, c'est la langue parlée à la maison. Après, ce qui pose problème, et on va en discuter, j'espère qu'on aura une bonne discussion après, c'est pour ça que je voudrais aller vite. La langue française est vulnérable pour ce qui concerne la langue privée. Quand on parle de langue à la maison, c'est la langue privée. La loi 101 ne peut pas intervenir dans la langue privée. Vous pouvez parler à la maison, dans la cuisine et dans la gauche, la langue que vous voulez. Et on n'a pas à intervenir là-dedans, c'est normal. C'est ça tout le problème, à mon avis. C'est qu'on ne peut intervenir que sur la langue d'usage public, mais cette langue d'usage public est parlée par des gens qui parlent à la maison une langue, l'anglais, le français ou une tierce langue, dans une situation normale, dans une société normale. La langue d'usage public est la simple extension spatiale de la langue que vous parlez à la maison. Vous parlez une langue chez vous, vous sortez de chez vous, vous allez magasiner, vous allez travailler, vous parlez la même langue. Dans toutes les sociétés, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais chez nous, pas. Chez nous, il y a un problème. Et on va voir tout à l'heure, je pense que c'est un gros problème à cet égard. Alors, pour ce qui concerne l'évolution de la langue d'usage à la maison, les chiffres sont très clairs. Les chiffres pour 2016 qui sont ici, ce sont les bons chiffres. Hein. Ce ne sont pas ceux de Statistique Canada, enfin certains chiffres de Statistique Canada dont on a parlé ce matin. Alors, vous voyez, c'est très clair. Quelle que soit la région, de 1971 à 2001 et puis de 2001 à 2016, baisse continuelle du français à Montréal, baisse depuis 2001 sur, disons, la région métropolitaine, moins l'île, donc, disons, la banlieue, la couronne, appelons ça comme on veut. Pourquoi ça augmente? Ah, on a dit que c'est l'étalement urbain. Bien sûr, c'est l'étalement urbain. Dans la région reste de la région, donc le RMR, moins île de Montréal, la banlieue, disons, ça monte jusqu'en 2001. On a dit oui, c'est l'étalement urbain, les francophones qui vont en banlieue. C'est tout à fait vrai. Mais ce qu'on oublie toujours de dire, c'est qu'il y a eu une énorme extension spatiale de la région métropolitaine. On ajoutait des municipalités. Et les municipalités qu'on ajoutait, c'est francophones à la périphérie de la région. Et donc, automatiquement, vous augmentez le nombre de francophones puisqu'on ajoute des municipalités francophones. Ça a biaisé toutes les discussions pendant longtemps et on observe maintenant, depuis 2001, ça ne bouge plus. Et bien là, ça baisse. Ça baisse aussi parce que maintenant, les anglophones et les allophones vont en banlieue. Enfin, ça baisse depuis 2001 pour l'ensemble de la région métropolitaine et ça baisse depuis 2001 pour le reste du Québec et pour le Québec dans son ensemble. Du côté anglophone, ça augmente depuis 2001, aussi bien sur l'île de Montréal que sur le reste de la région métropolitaine et très marginalement dans le reste du Québec. La langue tierce, et celle-là, on l'a oublié dans toute la discussion. Ce matin encore, on a parlé de langue, comme si le problème linguistique au Québec était une lutte entre l'anglais et le français. Les anglophones, comme les francophones, sont dans le même bain. Ils ont tous les deux une sous-fécondité. Ils ont tous les deux un problème du côté de l'immigration. Les anglophones ne gagnent pas beaucoup directement par l'immigration. Ils gagnent indirectement par le transfert linguistique. Ce qui se passe, c'est que c'est l'évolution du groupe de langues tierces, disons les allophones, même si l'expression est malheureuse, qui explique la baisse du français. Ce n'est pas à cause des méchants anglais. Présenter le problème linguistique du Québec comme étant une question de lutte entre l'anglais et le français, à mon avis,
biaise tout à fait la discussion. Il y a des personnes de langue tierce. On dit, ah oui, mais il ne faut pas en tenir compte, parce que ces gens-là, ils vont finir par passer au français, grâce à la loi 101, l'enseignement. C'est évident. Et dans toutes mes prévisions, j'ai toujours considéré qu'ils allaient tous passer à l'anglais. Pardon, au français. Je m'excuse de l'epsus, mais j'ai un problème. J'ai quelque chose que ça me colle quelque part. Merci. Oui. C'est l'allophone. Et donc, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a une différence fondamentale, et dans tout le débat linguistique sur l'avenir du français, ça manque à mon avis, il y a une différence fondamentale entre le comportement des individus et le comportement des groupes. Au niveau des individus, on peut très bien supposer, et je pense que c'est réaliste, qu'à plus ou moins long terme, n'importe qui immigre au Québec va passer au français. Ça prend souvent des générations, au moins 1,5, 2 selon les études. Mais c'est probablement plus que ça, c'est ça. Vous avez bien raison, mais disons au moins ça. Et donc, ça prend du temps. Pendant toutes les années, des décennies, que ça prend comme temps. Regardez, moi, ça fait 50 ans que je suis au Québec, j'ai encore toujours mon maudit accent belge. Et on demande aux immigrants de passer au français comme ça du jour au lendemain. C'est une utopie. Ça prend du temps. Et pendant toutes ces années, pendant toutes ces décennies, où au niveau individuel, progressivement, on va supposément arriver à intégrer le groupe francophone, pendant toutes ces années-là, il y a une énorme sous-fécondité du côté des francophones. Il y a une immigration essentiellement non francophone. Il y a l'étalement urbain pour Montréal. Il y a tous les autres phénomènes qui, eux, sont démographiques. On a beau dire, comme on a entendu malheureusement ce matin, que ce sont les phénomènes démographiques ne jouent pas, mais ils sont dominants. Ce n'est pas et c'est ça le danger pour la loi 101, c'est de penser qu'on va tous finir par passer à l'anglais. Oh mon Dieu, décidément, c'est une... Et donc, mais vous m'avez compris, je voulais vérifier si vous avez écouté aussi. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on oublie que ça prend du temps et que pendant tout ce temps-là, le groupe allophone, langue tierce, continue à augmenter. Et c'est ça qui explique la baisse du français, du groupe francophone français. On peut très bien dire, ah oui, il y a les transferts linguistiques. Ce matin, M. Castonguay a dû accepter qu'il y avait très peu de transferts linguistiques, 2-3 000 par an. Mais à côté de ces 2-3 000 par an, il y a un déficit de plus de 20 000 naissances francophones au Québec, chaque année. À côté de ces 2-3 000 transferts linguistiques, de combien francophones en matière de transferts linguistiques, chaque année, il y a 55 000 maintenant immigrants dont la grande majorité ne parle pas français. Chaque année, il y a 20 000 francophones qui quittent l'île de Montréal pour aller en banlieue, etc., etc. Et il y a la migration interprovinciale. Et je suis certainement très cynique, mais heureusement que les Anglais sont partis en masse. S'ils n'étaient pas partis, on serait minoritaire depuis bien longtemps à Montréal. C'est grâce à l'émigration des anglophones qui est pas terminée. Hein. Il y en a beaucoup moins que dans les années 70, bien sûr, mais elle est toujours présente. Et c'est cette émigration interprovinciale des anglophones depuis des générations maintenant qui quittent le Québec pour aller dans les autres provinces, que c'est grâce à eux qu'on n'est pas minoritaire. Alors voilà, donc on oublie les personnes de langue tierce et on oublie le fait que les transferts linguistiques ont un rôle très marginal dans l'évolution. Alors là, j'ai fait pendant 30 ans des prévisions, mais on m'a toujours accusé d'être pessimiste, et ci et de ça. Alors heureusement, une de mes consolations, c'est de voir que Statistique Canada, fait des erreurs, c'est certain, mais ils ont, pour la première fois, fait des prévisions linguistiques pour le Canada et particulièrement pour le Québec. Et si vous regardez leurs prévisions 2011-2036, c'est pire que ce que j'ai jamais prévu.
Alors, si Statistique Canada commence à dire que ce à quoi on peut s'attendre en termes de déclin du français partout au Québec, ce sont les chiffres, ce sont leurs chiffres, ça. Tout ça en 25 ans. Et on est déjà en 2016 quand même. Donc, dans 20 ans, bon, on est déjà minoritaire sur l'île de Montréal en termes de langue maternelle. On l'est déjà pour 2016 en termes de langue d'usage à la maison. Même, regardez le reste de la région métropolitaine, donc la RMR moins l'île, c'est une baisse considérable, 60% pour l'ensemble de la région métropolitaine. On s'en va vers la minorisation des francophones pour l'ensemble de la région métropolitaine aussi. Hein. Ça fait tache d'huile, quoi. Et même pour l'ensemble du Québec, on ne sera même plus les 3/4. Bon, là, c'est peut-être moins grave parce qu'il y a le bastion, le reste du Québec, donc les régions, comme on dit, qui restent très majoritairement francophones. Et c'est un des gros problèmes, à mon avis, pour l'avenir, c'est qu'il y a cette cassure entre Montréal et le reste du Québec. Alors, bon, l'anglais, Statistique Canada prévoit une forte augmentation en banlieue, une légère baisse sur l'île, une légère hausse pour l'ensemble de la région métropolitaine, bon, une hausse assez substantielle quand même pour l'ensemble du Québec. Et alors la langue tierce, encore une fois, continue à augmenter. Donc c'est une utomie de penser que le groupe de langue tierce va disparaître par assimilation. C'est faux, ça. Ils vont parler, et c'est normal, je suis moi-même un immigrant, c'est normal qu'on continue à parler sa langue maternelle à la maison. Le problème, c'est la disjonction, et c'est à ça que je veux arriver, le problème, c'est la disjonction entre la langue parlée à la maison et la langue publique dont s'occupe la loi 101. Alors, on n'a que 10 minutes qui me restent, mais j'aimerais surtout qu'on discute. On aura combien de temps pour la discussion? Je vais demander à mon président. Ah, OK. Donc, je pensais développer une série de thèmes concernant l'avenir de la loi 101. D'abord, cette fameuse distinction fondamentale entre la langue privée et la langue d'usage public. Toutes les études qu'on a faites, encore une fois à l'Office, je m'excuse, mais bon, on a fait des études à l'Office sur le comportement linguistique à la maison versus le comportement linguistique dans le domaine public. Et le domaine public dont on parle était vraiment général. Ce n'était pas seulement la langue de travail, ce n'était pas seulement la langue qu'on avait suivie à l'école, ce n'était pas simplement la langue dans le commerce, c'était vraiment très général. Si vous êtes anglophone, langue d'usage à la maison. Si vous êtes francophone, langue d'usage à la maison, votre langue d'usage public sera la langue que vous parlez à la maison. Il y a une très très petite minorité. Le problème se pose du côté des allophones, ceux qui parlent une autre langue que le français à la maison. Eux, ils n'ont pas beaucoup de choix. Quand ils sortent de chez eux, c'est presque automatique, ils vont devoir parler une autre langue que la leur. Bon, il y a des restaurants ethniques où vous pouvez parler votre langue, mais c'est une petite... Pour l'essentiel, les allophones doivent choisir l'anglais ou le français quand ils sortent de chez eux. Et là, c'est tout le drame, c'est que dans quelle mesure est-ce qu'ils vont choisir le français, langue d'usage public? Le jour où le français devient, il est déjà minoritaire sur l'île, où il va être minoritaire et ça se rapproche dans l'ensemble de la région métropolitaine, le problème ne se pose pas en région. Hein. Le problème est à Montréal. Mais Montréal, c'est quand même la moitié du Québec, et en termes purement quantitatifs. Bon. Alors, comme immigrant, comment allez-vous réagir si vous dites, tiens, je suis ici dans un milieu qui abandonne sa langue, qui parle de moins en moins le français? Les immigrants sont beaucoup plus intelligents. Ils ont des difficultés aujourd'hui à choisir le français. Imaginez dans 20 ans, quand on sera minoritaire. Et donc, le gros problème, à mon avis, c'est que nous vivons dans un régime où les droits de la personne dominent les droits collectifs. Le Québec est la seule société d'immigration où la langue de la majorité est, pour prendre un terme prudent, fragilisée à cause de l'immigration. Dans toutes les autres sociétés d'immigration, la langue majoritaire n'est pas en danger. Pourquoi?
ou bien il y a une législation linguistique, ce qu'on appelle dans le jargon la territorialisation linguistique. C'est le cas en Suisse au niveau des cantons, comme vous le savez, et c'est le cas de la Belgique. La seule exception, c'est Bruxelles, où il y a liberté de choix, et comme par hasard, 90% des immigrants à Bruxelles choisissent le français. Quand vous avez le choix, vous choisissez la langue dominante. Ce n'est pas le flamand ou le néerlandais à Bruxelles qui va attirer les immigrants. Bon. Donc, dans ces pays-là, d'immigration-là, il y a une loi, territorialisation linguistique. Dans les autres sociétés d'immigration, ils n'ont même pas besoin de loi. C'est la loi du sol en termes démographiques. Vous vous installez à Toronto, vous n'avez pas le choix de parler anglais. Si vous vous installez comme immigrant pakistanais en Allemagne, vous n'avez pas le choix, vous allez devoir fonctionner en allemand, etc., etc. En Italie, c'est comme ça. Dans tous les pays d'immigration, la langue majoritaire est tellement majoritaire que vous n'avez pas le choix. Vous allez devoir fonctionner dans la langue de la société d'accueil. Et donc, au Québec, on a ce problème-là. C'est que on ne peut pas... On devrait... La seule solution, ce serait la territorialisation linguistique. Mais c'est impensable dans le contexte actuel, à moins d'être... Bon, là, j'anticipe sur la discussion. La question Montréal-Reste du Québec, j'en ai vite parlé. Le gros problème, c'est comment évaluer la loi 101, ou l'impact de la loi 101. Certains aspects sont très positifs, on les a signalés tout à l'heure, avec des évolutions divergentes. Du côté de la langue de travail, ça va être beaucoup amélioré pendant un certain temps, puis ça change, etc. L'enseignement, idem. Il y a des aspects très positifs, il y en a aussi qui le sont beaucoup moins. On a parlé de culture là tout à l'heure, la langue de la culture, ça va au-delà de ce que Michel Payet voulait dire, mais il y a eu une étude au Conseil de la langue française sur la langue de la culture, la langue utilisée par les consommateurs et les producteurs de culture au Québec. C'est effarant, c'est effarant. On soupçonnait, mais on n'avait jamais pensé que c'était si grave. Et donc, il y a des points positifs, il y a des points négatifs. C'est pour ça, moi, je dirais, si on me demandait d'évaluer l'impact de la loi 101, je dirais, ben, il y a des gains mitigés, il y a eu des gains positifs dans certains cas, négatifs dans d'autres. Mais à côté de ça, il y a cet énorme déclin dans la langue privée. Et ce déclin-là, comme le Statistique Canada dans ses prévisions toutes récentes, là vient encore de le dire, il est là pour même s'accélérer. Alors là, ma question finale, ce sera celle-là. J'ai encore quelques minutes. Comment peut-on espérer fonctionner d'une façon un peu normale dans une société où il y a cette disjonction croissante entre la langue qu'on parle à la maison et la langue publique. On dit le français, langue commune, on ne parle même pas de langue commune dans la loi 101, hein. On parle de langue normale et habituelle, ce qui est une fameuse nuance. Bon, en tout cas, comment va-t-on fonctionner avec cette disjonction? On frise un problème psychologique, là. Hein. Vous fonctionnez en français à la maison, et puis là, vous sortez de chez vous. Bon, ben, vous allez devoir parler éventuellement français. Alors, dans les commerces, on en avait parlé, les études ne sont pas très réjouissantes dans la langue d'accueil, la langue de service dans les commerces, etc. Donc, comment est-ce qu'on va fonctionner avec cette disjonction? Je parle pour Montréal, hein, en dehors de Montréal, justement, en dehors de Montréal, la loi du sol démographique joue. La grande majorité est francophone en région, vous n'avez pas le choix, vous allez fonctionner en français. Il y a des exceptions, bon, mais... en gros. Alors, ce à quoi je voulais arriver, finalement, c'est que on peut dire, oui, la loi 101 a donné des résultats positifs. Dans certains cas, moins positifs dans d'autres. Elle ne peut intervenir que dans le domaine public, que dans la langue d'usage public. Est-ce que, en rafistolant, en ajoutant, en disant oui, ben, la loi 101 devrait s'appliquer au cégep, je ne suis pas contre. Je dis simplement que l'impact va être mineur, c'est quelques milliers de personnes. Hein. Derrière la loi 101, il y a, à mon avis, ce postulat
qui n'est pas vérifié, selon lequel il suffirait que la langue commune publique soit le français, ce qui n'est loin d'être le cas, pour que tout le monde passe au français à la maison. Pardon? C'est pas la loi 101. Non, la loi... Non, c'est... Non, je m'excuse, j'ai dit à plusieurs reprises que la loi 101 ne peut intervenir que dans le domaine public. J'ai jamais dit que la loi 101 essayait d'intervenir dans la langue privée. Est-ce que j'ai dit ça? Je m'excuse. Ce que je dis simplement, c'est qu'à mon avis, il y avait ce postulat que ça permettrait de franciser à la maison. Parce que si on ne francise pas à la maison, on aboutit à cette disjonction dont je parle. Alors vous pouvez dire, il n'y a pas de problème, tout va très bien, on va être 40% dans une génération. Les démographes, ils raisonnent à long terme, c'est ça le problème. Mais à long terme, ça fait 40 ans que j'avais dit qu'il y avait un problème, et à chaque recensement, mes prévisions se sont... Oh, on a dit non, ça va s'arranger, ça va. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'on raisonne à long terme. À long terme, dans une perspective générationnelle, c'est la langue parlée à la maison qui compte. Parce que la langue parlée à la maison, c'est la langue maternelle des enfants. Et si vous avez beau dire... je veux bien qu'on parle mieux français, etc., plus français peut-être avant. Vous avez beau dire, c'est pas la langue parlée à la maison qui va être... c'est pas la langue parlée au travail ou chez le dépanneur du coin qui va affecter le comportement des ménages à la maison en termes... Pardon? Je n'ai pas compris. Alors, en tout cas, j'aimerais bien qu'il y ait une discussion là-dessus. Ma question, c'est est-ce qu'il ne faut pas changer de paradigme, c'est tout? Moi, je vous demanderais qu'on rectifie cette question. Ça vous fait rien? François Lemieux, Société Saint-Baptiste de Montréal. J'ai suivi, tant que j'ai pu, de façon vos raisonnements, qui me semblait, dans les grandes lignes, concorder avec tout le monde. Là. Tout le monde s'en voit le déclin ou un recul de la langue française. J'ai cru comprendre que ce que Charles Castonguay appelle de l'assimilation linguistique, vous appelez ça des transferts linguistiques, mais je sais bien compris, on parle de la même chose. On s'entend là-dessus. C'est clair, c'est évident qu'effectivement, c'est une question générationnelle pour l'intégration des allophones. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, puis vous me direz que c'est anecdotique, mais vous donner un exemple, j'ai deux voisins, j'en ai un qui est italien, dont les parents sont d'origine italienne, lui et sa conjointe, qui, par conséquent, lui est né au Québec, connaît 3 langues, mal maintenant l'italien, parce que ça fait trop longtemps maintenant, il est de la 3e génération, l'anglais et le français. La langue parlée à la maison, j'en suis le témoin, il parle fort. La langue parlée à la maison est l'anglais. C'est la langue avec laquelle s'adresse à ses enfants. Lui-même a fréquenté l'école anglaise en vertu de la loi 63, qui donnait le libre choix à l'époque. À l'inverse, en face de chez nous, j'ai des gens d'origine libanaise, dont le fils des enfants parlent français, évidemment, au Libanais, ils viennent du Liban, qui, lui, de toute évidence, va passer sa vie en français. Lui, il va carrément être un transfert linguistique, il va connaître l'arabe comme langue seconde, mais sa langue première va être le français désormais au Québec, puis il va rester au Québec, c'est sûr. C'est évident. Par contre, mon petit voisin à côté va aller à l'école anglaise, puis il va continuer à vivre en anglais. Il y a transfert linguistique d'une génération à l'autre, ça c'est évident. Dans la même génération, la génération immigrante, ceux qui ne parlent pas français, la connaissance du français pour eux devient un atout important, ne serait-ce que pour qu'ils comprennent pourquoi leurs enfants devront faire éventuellement le transfert linguistique vers le français. C'est pour ça qu'on dit que les deux combinés sont importants. Ben, ils vont rajouter l'affichage aussi. Mais enfin, l'ensemble est important pour arriver éventuellement à des transferts linguistiques. M. Henri Pain, effectivement, faisait un gros débat à l'époque, compte tenu du fait que lui avait une grosse famille et qu'il ne comprenait pas que tout le monde n'avait pas des familles de 12 enfants. Malheureusement, comme le disait M. Castonguay, quant à moi, avec raison ce matin, pas plus ici qu'au Québec ou en Belgique, d'ailleurs, ou en Suisse, les taux de fécondité sont bas. C'est pas là-dessus. Et heureusement, d'ailleurs, compte tenu de l'équilibre mondial, c'est peut-être mieux quand il y a des transferts de population, compte tenu de la richesse disproportionnée entre le Nord et le Sud.
On doit vivre, nous, comme nos voisins anglophones, avec l'intégration d'allophones puis l'immigration de d'autres langues ici au Québec. Mais le fait se mesure sur des générations, effectivement. Ça ne se mesure pas à la première génération, sinon pour la connaissance du français. Je suis d'accord avec vous pour ce qui est de la question de la langue publique commune, qui est effectivement une invention du bouquet de mesures linguistiques que le gouvernement Bouchard, en 1996, avait sorti, dont d'ailleurs Camille Lorrain l'approuvait d'ailleurs à l'époque. Où effectivement on a sorti un nouveau concept, qui n'était pas un concept, d'ailleurs vous l'avez évoqué vous-même, qui n'était pas un concept de la loi 101, qui est plutôt l'usage normal et régulier, donc la langue d'usage à la maison, en fait. Quoique il faut faire une combinaison. L'usage à la maison, dans le cas de l'intégration des enfants dans le secteur scolaire, puis la langue d'usage commune, effectivement, dans le milieu en général. Mais là, en ramenant ça, effectivement, juste à la langue d'usage commune, ça revient à dire, tant qu'on parle français dans le domaine public, tout va bien. Autrement dit, il s'agit là de connaissance du français, connaissance des langues. Pour ce qui est de la question culturelle, effectivement, le Conseil de la langue française ne fait plus les mesures, ni l'Office qui a pris le relais à l'époque, ne fait plus les mesures de consommation culturelle. Parce que l'enjeu réel, fondamentalement, c'est est-ce que le soir, à la maison, les gens vont regarder Radio-Canada, réseau français, ou est-ce qu'ils vont regarder CTV, réseau anglais? C'est ça. Fait que là, est-ce que ça va être Netflix ou ça va être Vidéotron? C'est ça qui est l'enjeu. Parce qu'au bout du compte, s'il n'y a plus de consommation culturelle en français, là, le français va disparaître de l'usage public. Puis ça, effectivement, ça va dépendre des transferts linguistiques d'une génération à l'autre dans l'immigration. Merci.